À 3h14 du matin, Walter a compris que quelque chose avait définitivement changé dans sa famille. À 72 ans, après une opération de la hanche, il descendait péniblement les escaliers de la maison de son fils. Chaque pas lui faisait mal. Il espérait simplement trouver un peu de compassion. Mais sa belle-fille le regarda avec dégoût et lui lança qu'il était devenu un fardeau. Walter se tourna alors vers son fils Derek. Il attendait une seule chose. Que son fils le défende. Mais Derek le regarda droit dans les yeux et prononça une phrase que Walter n'oublierait jamais. « Papa, excuse-toi auprès de ma femme. » Walter ne répondit rien. Il prit ses médicaments, remonta lentement à l'étage et fit sa valise avant même que le soleil ne se lève. Puis il quitta la maison. Sans dispute. Sans cri. Sans demander d'explication. Il pensait que cette nuit serait le moment le plus douloureux de sa vie. Mais quelques heures plus tard, il découvrit quelque chose qui allait transformer sa douleur en cauchemar. Walter s'arrêta dans une pharmacie pour renouveler son ordonnance. Il donna sa carte bancaire. Refusé. Il pensa d'abord à une simple erreur. Puis il ouvrit son application bancaire. Et son sang se glaça. Les 85 000 $ qu'il avait économisés pendant 15 ans avaient disparu. Des dizaines de transferts avaient été effectués pendant qu'il se remettait de son opération. Et soudain, les paroles de son fils prirent un tout autre sens. Ce n'était pas simplement une famille qui le rejetait. Quelqu'un avait peut-être préparé sa chute depuis des mois. Mais Walter n'était pas complètement seul. Dans cette pharmacie, il rencontra Margaret Collins, une infirmière retraitée qui avait autrefois pris soin de sa défunte épouse. Elle le reconnut immédiatement. Elle paya ses médicaments, lui offrit un café et l'écouta raconter ce qui venait de se passer. Puis son expression changea. Margaret connaissait les dangers d'une procuration financière laissée active trop longtemps. Elle lui présenta alors un avocat nommé Michael Grant. Et lorsque Michael commença à examiner les documents, ils découvrirent quelque chose de bien plus grave que les 85 000 $. Derek avait préparé des documents pour tenter de faire déclarer son propre père mentalement incapable. Pire encore, quelqu'un avait peut-être manipulé les médicaments de Walter afin de provoquer exactement les symptômes dont Derek aurait besoin pour convaincre un tribunal qu'il perdait la tête. Confusion, fatigue, trouble de mémoire. Tout semblait avoir été calculé. Mais Derek avait commis une erreur. Il avait sous-estimé son père. Walter avait passé 40 ans à construire sa vie. Et il savait que la vérité pouvait survivre à n'importe quel mensonge. Avec l'aide de son avocat, de son vieil ami Thomas, de son petit-fils Owen et de quelques personnes courageuses, Walter commença discrètement à rassembler des preuves. Documents, transactions, témoignages, enregistrements. Chaque nouvelle découverte révélait une partie du plan. Derek pensait être en train de construire le piège parfait. Mais sans le savoir, il construisait surtout les preuves qui allaient le faire tomber. Et lorsque Walter retourna finalement dans la maison de son fils, il fit semblant de ne rien savoir. Derek croyait encore avoir le contrôle. Il croyait que son père était faible. Il croyait que personne ne découvrirait jamais la vérité. Mais cette fois, Walter était prêt. Parce qu'il avait compris une chose essentielle. Vieillir ne signifie pas devenir faible. Et parfois, la personne que vous pensez pouvoir manipuler est précisément celle qui a suffisamment vécu pour reconnaître un mensonge lorsqu'elle en voit un. Derek voulait contrôler la vie de son père. Il ne savait pas qu'il était en train de réunir lui-même toutes les preuves nécessaires pour perdre la sienne. Et lorsque la vérité éclaterait enfin, plus personne ne pourrait protéger le fils qui avait trahi son propre père. À 3h14 du matin, ma belle-fille m'a regardé avec un dégoût total et m'a traité de fardeau parce que j'avais du mal à descendre les escaliers après une opération de la hanche. Je me suis tourné vers mon fils, m'attendant à ce qu'il me défende. Au lieu de cela, il m'a tranquillement regardé dans les yeux et a dit « Papa » s'est excusé auprès de ma femme. Je suis resté là en silence. J'ai pris mes analgésiques, je suis remonté à l'étage un pas douloureux à la fois, j'ai fait ma valise avant le lever du soleil et j'ai quitté la maison sans un mot de plus. Je pensais que c'était le moment le plus déchirant de ma vie. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Quelques heures plus tard, je me suis arrêté dans une pharmacie pour renouveler mon ordonnance. Lorsque j'ai remis ma carte de débit, elle a été refusée.
En supposant qu'il s'agissait d'une simple erreur bancaire, j'ai ouvert mon application bancaire. Au moment où mon compte s'est chargé, mon monde entier s'est arrêté. Chaque dollar que j'avais économisé pendant 15 ans avait disparu. 85 000 $ avaient disparu à la suite d'une série de transferts effectués pendant que je me remettais d'une intervention chirurgicale. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma famille ne m'avait pas seulement trahi. Ils avaient planifié cela pendant des mois. Je m'appelle Walter Ray. J'ai 72 ans. Et après avoir perdu ma femme, je croyais que le chapitre le plus difficile de ma vie était déjà derrière moi. J'ai fait suffisamment confiance à mon fils unique, Derek, pour lui donner un pouvoir temporaire sur mes finances pendant que j'étais à l'hôpital. Je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait cette confiance comme une arme contre moi. Alors que j'étais assis en état de choc à la pharmacie, le destin a placé quelqu'un sur mon chemin. Margaret Collins, l'infirmière à la retraite qui s'était occupée de ma défunte épouse, m'a immédiatement reconnu. Elle a payé mes médicaments, m'a assis pour prendre un café et a patiemment écouté pendant que je lui racontais tout. Plus elle entendait, plus son expression devenait sérieuse. Elle a expliqué que Derek avait toujours un accès légal à mes finances parce que je n'avais jamais annulé la procuration temporaire après ma convalescence. Puis elle a partagé une autre histoire troublante à propos d'un homme âgé dont le fils avait volé ses économies exactement de la même manière. Pire encore, Derek connaissait personnellement l'homme impliqué dans cette affaire. Margaret m'a présenté à l'avocat Michael Grant, qui a découvert un cauchemar bien plus grand que la perte d'argent. Des mois avant mon opération, Derek avait secrètement déposé des documents demandant à un tribunal de me déclarer mentalement incapable. Il a affirmé que je souffrais de problèmes de mémoire, même si je n'avais jamais reçu de diagnostic de maladie. En même temps, il avait déjà organisé des évaluations de ma maison et préparé tranquillement des documents juridiques qui lui permettraient éventuellement de contrôler tout ce que je possédais. La pire découverte est survenue lorsque Margaret a examiné mes médicaments. Quelqu'un avait secrètement échangé mes pilules prescrites avec un sédatif qui causait confusion, épuisement et brouillard mental. Derek avait créé les symptômes même qu'il prévoyait d'utiliser comme preuve que je perdais la tête. Ce n'était pas une erreur. C'était une stratégie soigneusement planifiée. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, nous avons découvert des vérités encore plus choquantes. Derek était noyé dans plus de 400 000 dettes de dettes. Son entreprise s'effondrait. Les créanciers le poursuivaient, et il avait même utilisé mon futur revenu de retraite pour renforcer ses propres demandes financières. Mes économies volées n'étaient jamais suffisantes. Il voulait ma maison, mes investissements et éventuellement un contrôle légal complet sur ma vie. Ce que Derek n'a jamais su, c'est que je possédais toujours des investissements cachés d'une valeur de plus d'1 demi-million de dollars grâce à d'anciens partenariats commerciaux. Ces actifs étaient complètement hors de sa portée. Mon avocat m'a conseillé de les garder secrets et a permis à Derek de croire que j'étais impuissant pendant que nous recueillions tranquillement des preuves. Contre l'avis de tout le monde, je suis retourné à Derek House, prétendant que je ne savais rien. Il m'a accueilli avec une fausse gentillesse, convaincu que je n'avais nulle part où aller. Secrètement, j'ai tout documenté. Avec l'aide de mon ami de toujours, Thomas, j'ai installé des appareils d'enregistrement discrets dans toute la maison. En quelques jours, ils ont capturé des conversations prouvant que Derek avait l'intention de me forcer à céder mes biens avant l'audience de tutelle. Si je refusais, il avait l'intention de convaincre un juge que j'étais mentalement incapable de prendre mes propres décisions. De manière inattendue, les personnes que je pensais m'avoir abandonné ont commencé à choisir la vérité. Rachel a admis qu'elle était au courant du plan depuis des mois, mais qu'elle était restée silencieuse par peur. Elle m'a secrètement remis des documents prouvant que Derek avait l'intention de vendre ma maison en dessous de la valeur marchande et de prendre le contrôle de tout ce que je possédais. Mon petit-fils Owen a entendu des conversations tard dans la nuit et a trouvé des papiers confidentiels cachés dans le bureau de son père. Même des voisins de longue date ont présenté des photographies montrant des étrangers inspectant et mesurant ma propriété alors que j'étais encore allongé dans un lit d'hôpital. Lentement, chaque mensonge que Derek avait construit commençait à s'effondrer sous le poids de la vérité. Chaque enregistrement, chaque document, chaque témoin et chaque secret sont devenus un autre élément de preuve. Le piège qu'il avait passé des mois à construire ne me piégeait plus. Ça le piégeait. En regardant en arrière maintenant, je réalise que ma plus grande erreur a été de ne jamais avoir fait confiance à mon fils. Ma plus grande erreur a été de croire que l'amour seul pouvait me protéger de la trahison. En fin de compte, Derek a perdu bien plus que de l'argent. Il a perdu sa réputation,
sa famille et le père qui avait passé 40 ans à tout sacrifier pour lui. Quant à moi, j'ai récupéré quelque chose de bien plus précieux que les 85 000 $ qui avaient été volés. J'ai retrouvé ma dignité. J'ai appris que vieillir ne rend pas quelqu'un faible. Cela révèle simplement qui est prêt à se tenir à vos côtés lorsque la vie devient difficile. Mon petit-fils m'a rappelé que la gentillesse existe toujours. Les amis sont devenus de la famille quand ma propre famille m'a laissé tomber. Et la vérité s'est avérée plus forte que tous les mensonges soigneusement construits contre moi. S'il y a une leçon que mon histoire enseigne, c'est celle-ci. Ne confondez jamais gentillesse et faiblesse. Ne donnez jamais votre confiance simplement parce que quelqu'un partage votre nom de famille. Et ne sous-estimez jamais un vieil homme qui a passé toute sa vie à construire des choses conçues pour survivre à la pression la plus forte. Parce que pendant que mon fils croyait qu'il construisait le piège parfait, il n'a jamais réalisé qu'il construisait en fait l'affaire parfaite contre lui-même. Parfois, la justice n'arrive pas avec colère. Parfois, il arrive tranquillement, ne portant rien de plus puissant que la vérité.